Bonjour, je suis Moïse Jean, juriste spécialisé en droit international. J'aimerais commencer par remercier mon collègue et ami, le professeur Destin-Jean, d'avoir voulu m'associer à cette série de présentations. Je vais parler des opérations de maintien de la paix onusienne et plus précisément de l'utilité et de l'efficacité de ces opérations. Pour le faire, il y a un questionnaire qui m'a été soumis, auquel je vais m'atteler à répondre. D'abord, la première question, c'est quelle est la mission de l'Organisation des Nations Unies dans le monde? Faut dire que la mission de l'Organisation des Nations Unies est définie à travers sa charte fondamentale, la charte de San Francisco du 26 juin 1945. Il s'agit de maintenir la paix, de garantir et de faire respecter les droits de l'homme, de contribuer au développement social et économique des sociétés et de faire régner la justice entre les nations. Donc, il s'agit là de l'ensemble des missions qui sont conférées à l'organisation dans sa charte et notamment dans le préambule et à l'article 1er. Mais quand on observe de plus près l'action onusienne, on s'aperçoit que l'organisation disposerait d'une mission qui serait plus fondamentale que d'autres. En d'autres termes, il existerait une certaine hiérarchisation entre les différentes missions attribuées à l'organisation. C'est pourquoi Antonio Cassés, par exemple, dans son ouvrage « Le droit international dans un monde divisé », parle de but suprême de l'ONU pour qualifier ce but particulier qu'est la paix. Et en ce sens, il me semble que toutes les actions qu'entreprend l'ONU, qu'ils soient les actions en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, les actions en matière de la justice, les actions en matière de l'état de droit, les actions en matière de la coopération internationale ou de développement, toutes ces actions visent à permettre à l'organisation d'atteindre son but supérieur qu'est la préservation de la paix. Mais que signifie la paix pour l'Organisation des Nations Unies? Comment l'ONU conçoit-elle la paix? Selon l'Organisation des Nations Unies, la paix, c'est d'abord l'absence de la guerre. Il ne faut pas perdre de vue que l'ONU est née dans le contexte d'une guerre qui a ensanglanté l'humanité, notamment l'Europe. Dans le préambule de la charte, les peuples des Nations Unies se disent résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. Donc, il s'agissait d'empêcher un retour à la guerre comme moyen de règlement des différends. Dans l'acte constitutif de l'UNESCO, l'organisation proclame que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. L'Organisation des Nations Unies a adopté depuis 1945 un nombre infini de documents, des résolutions et des déclarations. Parmi ces documents, on peut citer par exemple la résolution 5215 du 20 novembre 1997, dans laquelle elle proclame l'année 2000 année internationale de la culture de la paix. Je pense aussi à la résolution 53-243 du 6 octobre 1999, par laquelle l'Assemblée générale adopte la déclaration et programme d'action sur une culture de la paix. Mais pour l'ONU, il apparaît que la paix n'est pas simplement l'absence de conflit. Elle serait plus large. Elle semble constituer l'ensemble du projet politique onusien. Dans la déclaration et programme d'action sur une culture de la paix du 6 octobre 1999, la paix s'assimile à la fois au respect des droits de l'homme, au dialogue, à la coopération,
au respect des principes de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique des États, au règlement pacifique des différends, etc. Or, il me semble que si depuis 1945, beaucoup de progrès ont été réalisés en matière de la préservation de la paix ou du règlement pacifique des différends, on est encore loin du modèle, ce modèle idéal qui a été pensé par les pères fondateurs de la charte de l'ONU. La paix reste encore une construction fragile, si bien que certains parlent de paix froide et arrivent même à se demander si la notion de paix n'est pas devenue aujourd'hui beaucoup plus fluctuante qu'elle l'était il y a une vingtaine d'années, et notamment pendant la période de la guerre froide. J'aimerais préciser qu'une paix froide est une situation de tension entre États qui altère leurs relations, mais exclut le recours à la force militaire. Au temps de Raymond Aron, par exemple, celui-ci a parlé de guerre impossible, paix improbable, pour qualifier la situation de tension qui a régné dans les relations internationales à la suite de la guerre 39-45. Contrairement à une guerre froide, mais une paix froide n'entraîne pas de guerre par procuration. Mais elle est surtout marquée par un niveau élevé de méfiance et de politique antagoniste, se caractérise par une sorte d'indifférence, une froideur visible dans les relations entre les États concernés. C'est une paix tendue, une discorde camouflée et finalement dangereuse. C'est le cas par exemple des rapports qu'entretiennent des États comme Israël et les États arabes, dont l'Égypte. Au début des années 90, certains croyaient qu'avec la disparition de l'URSS, le monde allait entrer dans un cycle de paix sans fin. Je pense notamment à Francis Fukuyama qui a écrit La fin de l'histoire pour célébrer cette nouvelle ère de stabilité et l'avènement de la démocratie libérale de marché. Mais les limites de la thèse de Fukuyama ont été très vite révélées. Lors de la conférence de Vienne sur les droits de l'homme en 1993, les tensions idéologiques montaient d'un cran entre les différentes civilisations du monde qui ont été représentées dans cette conférence internationale. Et en 1994, Samuel Huntington a écrit un article qu'il a publié dans le Foreign Affairs, cet article qui sera suivi 2 ans plus tard d'un ouvrage, Le choc des civilisations, dans lequel l'auteur a montré les caractéristiques possibles des conflits mondiaux, ce qu'il appelle des conflits civilisationnels. Aujourd'hui, encore, on assiste dans les conférences internationales à des tensions idéologiques des plus grandissantes entre, d'une part, le bloc des États occidentaux, représenté par les États-Unis, le Canada, l'Union européenne et une partie des États de l'Amérique latine, et d'autre part, les États arabo-musulmans et les États de tendance socialiste. Donc, on est certes pour le moment dans une période qu'on pourrait dire de paix relative, mais il faut garder à l'esprit que la paix, c'est un processus qui n'est jamais achevé, un processus que les États et les organisations internationales ont besoin de cultiver. Mais dans un monde autant divisé, comment l'ONU s'y prend-elle pour maintenir la paix? Pour maintenir la paix, l'organisation internationale, cette organisation mondiale qu'est l'ONU, mobilise un certain nombre de moyens. D'abord, il y a la diplomatie préventive, les bons offices et la médiation. Donc, c'est un mécanisme par lequel l'organisation mondiale procède en dépêchant sur les lieux des envoyés spéciaux, des missions politiques. Il y a des missions de ce genre dans
beaucoup de pays qui sont actuellement ravagés par des conflits internes ou des conflits régionaux. Je pense en particulier au Yémen, à la Syrie, le Sahara occidental. Pour des raisons pratiques et de temps, je vais m'intéresser seulement au maintien de la paix dans le cadre de cette présentation. Donc, qu'est-ce qu'une opération de maintien de la paix? L'expression opération de maintien de la paix n'est pas expressément mentionnée dans la charte de l'ONU. Elle a été inventée par un secrétaire général de l'organisation, je crois que c'est le deuxième secrétaire suédois, M. Dag, et le ministre canadien des Affaires étrangères, M. Pearson, c'était en 1946, je m'excuse, 1956, dans le contexte de la guerre, dans le contexte de la crise du canal de Suez, qui a opposé d'une part Israël, la France et la Grande-Bretagne, et d'autre part l'Égypte. À cette occasion, le Conseil de sécurité était bloqué, il était paralysé à cause du veto de deux de ses membres permanents, la France et la Grande-Bretagne. L'Assemblée générale allait décider sur la base d'une résolution, la résolution 377. C'est une résolution qui a été adoptée dans le contexte de la guerre de Corée le 3 novembre 1950. Donc l'Assemblée générale va décider sur la base de cette résolution de créer une force d'urgence des Nations Unies qu'elle a dépêchée dans une zone de tampon à Sinaï afin de séparer les forces en présence en attendant qu'un accord de paix entre les parties soit trouvé. Il y a actuellement 14 opérations de maintien de la paix onusienne dans 4 continents, sur un total de 72 déployées depuis 1948. Les opérations de maintien de la paix onusiennes sont guidées par un certain nombre de principes. J'en connais 3. Ces 3 principes, c'est d'abord le consentement des parties. Donc cela veut dire que les opérations de maintien de la paix onusiennes ne peuvent pas se déployer sur le territoire d'un État sans le consentement du dit État. Donc ce dernier doit obligatoirement donner son accord. Deuxième principe, c'est le principe de la neutralité et de l'impartialité. Cela sous-entend que ces missions n'ont pas à désigner l'agresseur ou la victime. Elles n'ont pas à prendre parti. Elles sont là surtout pour stabiliser une situation de crise. Troisième principe, c'est le principe du non-recours à la force. Le principe du non-recours à la force, qui connaît quand même une exception. Cette exception, c'est que les OMP, elles peuvent quand même utiliser la force militaire en cas de légitime défense ou dans une certaine mesure pour défendre le mandat qui leur a été confié. Une petite précision à apporter sur 2 concepts, à mon sens, qu'il ne faut pas confondre. C'est d'abord le maintien de la paix, ou le maintien de la paix robuste plus précisément, et l'imposition de la paix. Le maintien de la paix robuste implique l'emploi de la force au niveau tactique, mais surtout avec l'autorisation du Conseil de sécurité et surtout de l'accord du consentement de l'État territorialement concerné. Alors que l'imposition de la paix, c'est plutôt une action coercitive. Une action coercitive, ce qu'on appelle l'action de sécurité collective, qui est décidée sur la base du chapitre 7, notamment l'article 42. Pour mener ce type d'action, le Conseil de sécurité, il n'a nullement besoin de l'accord de l'État en question. Donc, il décide unilatéralement. Et quelques exemples, je pense en particulier à l'opération Bouclier du désert, qui a été mise en place en 1991 par le Conseil pour forcer le retrait des troupes irakiennes à la suite de l'invasion du Koweït. Je pense aussi à
L'opération baptisée Restaurer la démocratie, lancée en septembre 1994 par les États-Unis avec l'autorisation du Conseil de sécurité. Et il y avait près de 16 000 hommes qui ont débarqué en Haïti, et le président Aristide, qui quelques années plus tôt était renversé par un coup d'État sanglant, est revenu au pays. Alors, j'en viens maintenant à une question qui revient souvent dans ce type de débat. C'est pourquoi les OMP se déroulent surtout sur le continent africain. Certains pensent que les OMP comme la Cour pénale internationale seraient un moyen permettant aux Occidentaux de continuer à s'ingérer dans les affaires des États faibles, notamment l'Afrique. Je voudrais dire que je ne crois pas vraiment dans cette thèse. Il y a eu des OMP un peu partout à travers le monde. Il y a eu en Europe, il y a eu en Asie, il y a eu au Moyen-Orient, en Amérique latine. Je pense aux OMP qui se sont déroulés en Croatie, en Géorgie, en ex-Yougoslavie, au Liban, en Irak, au Guatemala, en République dominicaine et dans bien d'autres pays qui ne sont pas africains. Mais il est un fait que l'Afrique bat le record. Elle est devenue depuis les dernières décennies le principal théâtre de déploiement de ces opérations de maintien de la paix onusienne. Mais il me semble que cette situation a des raisons vraiment, des raisons qu'il expliquait. Et la raison fondamentale est, à mon sens, le nombre important de conflits armés que connaît ce continent et au cours de ces dernières années. Mais comme je le dis tantôt, les OMP ne sont pas imposées aux États. Elles ne peuvent pas se déployer sans le consentement de ce dernier. Donc un État, y compris les États africains, si il ne se reconnaît pas, s'il ne trouve pas nécessaire qu'une mission de maintien de la paix onusienne se déploie sur son territoire, il peut tout simplement la décliner, il peut la refuser. Et je précise que les États africains, ils ne sont pas une exception à la règle. Notre pays, Haïti, a connu plusieurs de ces missions, près de 9. Il y a eu la MICIVI. La MICIVI, c'était en 1993 que cette mission a été créée à la demande du président, l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, alors en exil. C'était une mission conjointe entre l'OEA et les Nations Unies. Il y a eu par la suite la MINUA qui devait permettre l'application de l'accord Governor Iceland, signé le 3 juillet 1993 entre les parties belligérantes, je parle de l'armée et Jean-Bertrand Aristide. Et cette mission devait aussi aider à moderniser les forces armées d'Haïti et aider aussi à créer une nouvelle force de police. Sa mission a pris fin en 1996. Par la suite, on a eu la MANU, on a eu MITNU, MIPONU, la MICA qui était une mission civile. Et en 2004, à la suite du renversement de Jean-Bertrand Aristide, il y a eu la MINUSTA. Et la MINUSTA qui est jusque-là la mission qui a duré plus longtemps, 2004-2017. En 2017, elle est remplacée par la MINUJUST et tout récemment, la MINUJUST est remplacée par une dernière mission qui est le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINUR, une sorte de mission politique. Face à l'enchaînement de ces missions, d'aucuns parlent d'échec. La question à laquelle j'aimerais répondre, c'est est-ce que la multiplication de ces missions traduit effectivement un échec? Il faut dire que ces missions présentent bien évidemment d'importantes limites. Ça, on doit le reconnaître. Partout dans le monde, on s'insurge contre elles. Les OMP sont de plus en plus considérées comme de vraies machines à scandale. Trafic et abus sexuels dans beaucoup de pays, en Centrafrique, en RDC et chez nous en Haïti. D'ailleurs, il y a un rapport qui vient tout juste
d'être publié et qui a fait la une des journaux et des réseaux sociaux, dans lequel l'auteur montre comment les soldats de la MINUSTA et de la MINUJUST, probablement, ont abusé sexuellement des jeunes femmes haïtiennes, des fillettes de 11 ans qui sont en situation financière précaire. Je pense aussi à l'affaire du choléra, l'affaire du choléra qui a été à la base de la mort de milliers de personnes, suite, en tout cas, à la négligence de soldats d'une mission qui est censée venir aider. Alors, au-delà de ces scandales à répétition, les missions onusiennes de paix sont aussi accusées ou critiquées pour leur impuissance. On se rappellera par exemple du massacre des populations civiles au Rwanda en 1994, en Srebrenica, en Bosnie, une année après, en 1995, en Somalie. D'accord? Et c'était vraiment sous le regard passif, et on pourrait même dire complice de ces soldats. Au Rwanda, c'était le Canada qui était à la tête de cette mission. En Bosnie, c'était les Pays-Bas. Donc, les casques bleus, ils sont sujets à beaucoup de critiques, ils sont vraiment décriés. Mais il me semble que ces missions souffrent des limites congénitales qui peuvent s'expliquer par deux facteurs fondamentaux. D'abord, et le premier facteur qui explique la limite de ces missions, c'est le consentement des États pour leur déploiement. Comme on l'a dit, les EMP ne peuvent avoir lieu sans le consentement de l'État territorial. Dès lors, la création et le mandat de ces opérations dépendent de l'accord conclu entre l'ONU et l'État concerné. Et cet État, il dispose d'une très large de manœuvre dans le cadre de cet accord. Et de plus, l'État, il peut demander, comme l'a fait par exemple l'Égypte en 1967, il peut demander le retrait des troupes onusiennes. Donc on voit aisément les restrictions que cela peut apporter à l'action des EMP. Deuxième raison, à mon sens, qui explique la faiblesse des EMP, c'est par le fait que ces missions ont un caractère non coercitif. Les contingents affectés à une OMP ne peuvent utiliser la force qu'en cas de légitime défense. Sur le plan politique, on peut dire que cela conduit à aussi une impuissance parce que toute intervention de la mission onusienne sur place dans les affaires politiques, les affaires qui relèvent de la politique intérieure de l'État concerné, peut être assimilée à de l'ingérence politique. Je pense, par exemple, et particulièrement, à ce désaccord qui a opposé, ce profond désaccord qui a mis aux prises le gouvernement d'Haïti et la MINUJUST à la suite de la publication d'un communiqué de la MINUJUST dans lequel la mission a dit prendre note et applaudit un juge qui a été désigné pour instruire le dossier Petro-Caribé. Le gouvernement haïtien était tellement mécontent, il a qualifié le communiqué d'ingérence internationale, et il a rappelé son ambassadeur auprès de l'ONU, et l'ONU aussi avait convoqué sa représentante spéciale, Madame Susan Page, et finalement il me semble que ce communiqué a écouté le poste à la chef de la MINUSTA. J'aimerais tout de même souligner que, en dépit des faiblesses de ces missions onusiennes, elles ont quand même eu quelques succès. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Les Nations Unies ont accompagné beaucoup de pays dans leur transition démocratique. Je pense en particulier à la Namibie, le Mozambique, les pays de l'Amérique centrale, Costa Rica, Salvador, Guatemala, le Honduras, le Nicaragua. L'ONU a rétabli l'ordre
dans certains pays. Je pense par exemple au Timor oriental, après un soulèvement contre la domination indonésienne, et il a bâti un État de toutes pièces pendant près de 13 ans. La mission intégrée des Nations Unies au Timor-Leste, MINUT, a achevé son succès, a achevé son mandat avec succès. Alors, comme toute œuvre humaine, les OMP, elles présentent bien évidemment beaucoup de faiblesses. Et ces faiblesses, elles sont visibles. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas voir seulement le côté négatif de ces missions. Il faut reconnaître aussi que les OMP, quand elles viennent dans un pays, elles ne remplacent pas les gouvernements souverains qui doivent faire montre d'une certaine volonté de changer les choses, qui doivent adopter des politiques publiques, engager les réformes nécessaires. Donc les OMP, elles ne sont pas là elles ne sont pas là pour substituer les autorités. Elles sont là de préférence pour accompagner l'État sur le chemin de la stabilité. Dans le contexte de chez nous, par exemple, où on a affaire à un État quasiment inexistant, qui ne définit aucune politique en matière de lutte contre le grand banditisme, en matière de santé publique, en matière de production nationale, emploi. Donc un État dans lequel on a l'impression que ce sont les élites elles-mêmes qui entretiennent l'insécurité. La corruption en Haïti est à un stade supérieur. Je pense qu'il est difficile vraiment dans ce contexte d'attendre des résultats concrets d'une mission étrangère, quelle que soit la volonté de la dite mission. Autrement dit, il me semble que le succès des missions de paix dépend dans une large mesure de l'ensemble du contexte entourant le déploiement de celle-ci. Encore une fois, j'aimerais dire qu'il ne s'agit pas de défendre ces missions qui, comme je l'ai précisé, présentent beaucoup de faiblesses. Il s'agit de dire qu'aucune mission étrangère ne donnera de résultats si les gouvernants eux-mêmes n'ont pas la volonté de faire bouger les choses. J'en viens maintenant à la dernière question que m'a posée le professeur Destingeant, c'est est-ce que l'ONU a besoin d'être réformée? Faut dire, professeur Destin, que cela fait un certain temps depuis que la question de la réforme de l'ONU est posée. Les États, comme une grande partie de la doctrine internationaliste, partagent cette idée. Évidemment, il me semble qu'une réforme de l'ONU est nécessaire pour avoir un système qui tient compte davantage des nouvelles réalités des relations internationales. Cette réforme, elle suppose, en tout cas, un amendement des pouvoirs du Conseil de sécurité, la composition du Conseil de sécurité aussi, il me semble qu'on doit le revoir, la question du droit de veto, membres permanents, 5 membres permanents, les 5 gardiens, les 5 policiers internationaux, qui soulèvent pas mal de controverses. Faudrait peut-être, ce serait l'occasion de revoir ces questions. La Cour internationale de justice aussi, je pense qu'on devrait revoir normalement le mode d'élection des juges de la Cour internationale de justice, parce que aujourd'hui, pour que quelqu'un soit élu juge à la Cour internationale de justice, il faut qu'il fasse campagne. Et l'État qui représente le candidat doit aussi faire campagne. Et en plus, il y a la question de la compétence et de la Cour internationale de justice. Donc aujourd'hui, il y a plein d'États qui ne reconnaissent pas la compétence obligatoire de la Cour. Et en conséquence, ces États-là, ils ne peuvent pas être poursuivis devant la Cour. Je pense notamment à 4 des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la France, les États-Unis, la Russie et la Chine. Donc tous ces États-là ne reconnaissent pas
la juridiction obligatoire de la Cour, ce qui fait que, par voie de conséquence, ces États-là échappent à toute poursuite devant la Cour. Mais réformer l'ONU, c'est pas quand même quelque chose de aisé, c'est pas quelque chose de facile. Le nœud gordien de cette réforme demeure le Conseil de sécurité. En vertu de l'article 108 de la Charte, toute révision de la Charte, donc on ne peut pas réformer l'ONU sans amender la Charte, toute réforme de la Charte suppose un vote affirmatif de tous les membres permanents du Conseil de sécurité. Or, on sait que il y a eu beaucoup de tentatives qui ont lieu dans le temps. Et la dernière tentative remonte en 2005. C'était la tentative la plus audacieuse sous le leadership de Kofi Annan. Et cette tentative a échoué à cause de l'intransigeance des membres du Conseil de sécurité. Mais au-delà de cette réforme nécessaire de l'ONU, il me semble que c'est tout le système multilatéral qui a besoin d'être revu. Qu'il soit le FMI, qu'il soit la Banque mondiale, la Cour pénale internationale, mais aussi, je pense à l'épineuse question de la responsabilité internationale des organisations internationales, la responsabilité des organisations internationales pour faits internationalement illicites. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces questions qu'il faudrait peut-être revoir pour finalement avoir un système international qui tient compte beaucoup plus des nouvelles réalités, les réalités d'aujourd'hui.